Bonjour Dido. Bonjour. Alors, que pensez-vous de l'ingérence de la France en Côte d'Ivoire? C'est un moment très délicat, très difficile évidemment pour tous les Français d'origine africaine que de voir la France aujourd'hui revenir et réveiller ses vieux démons, la France-Afrique. Pire que la France-Afrique, je dirais, ce qui est en train de se passer, l'ingérence de la France en Côte d'Ivoire ou en Libye, c'est le retour évidemment au colonialisme le plus abject. J'espère réellement et très sincèrement que les choses vont évoluer dans le bon sens, mais aujourd'hui on a vraiment affaire à une équipe de malfrats qui s'empare des richesses de l'Afrique de manière crapuleuse. Savoir que Laurent Gbagbo a été arrêté dans son palais présidentiel par les forces françaises, les forces de la Licorne, les services évidemment les plus performants de l'armée française, les commandos. Des gens qui font très bien leur travail, trop bien, mais bon, sur ordre évidemment du président de la République, et je trouve que c'est vraiment engager la France sur une voie extrêmement dangereuse. Il y a 12 000 Français en Côte d'Ivoire, mais il y en a un peu partout en Afrique noire, et je pense que ces personnes, les ressortissants français, sont aujourd'hui en danger. Je le disais il y a quelque temps, et je le répète. Quand vous dites que c'est une voie dangereuse que d'avoir pris cette décision qu'a prise le président de la République, au-delà par exemple du fait qu'on peut avoir le risque d'enlèvement des Français blancs en Afrique, parce que des Français noirs aussi il y en a, quels sont les autres risques? Je pense que la France tente de se raccrocher aux branches d'un pouvoir du passé de manière très maladroite. Et je suis persuadé que la France n'obtiendra rien, même pas les miettes. La Chine, les États-Unis, la Russie, les nations émergentes comme le Brésil aussi, sont en train de s'installer en Afrique d'une autre façon, avec une autre méthode. Je suis vraiment désolé que la France emprunte ce chemin qui est le chemin de la guerre, le chemin de la violence. On ne laisse pas la place évidemment à la diplomatie, à la discussion. Je ne suis pas sûr que cette relation de dominant à dominé puisse survivre aujourd'hui et subsister. Je n'en suis pas certain. Vous avez effectué récemment un voyage en Libye. Quel était le but de ce voyage et pourquoi la Libye? Alors je me suis rendu en Libye il y a quelque temps sous les bombes de l'OTAN, sous les bombes de la France, pour comprendre la situation, pour comprendre les objectifs réels de cette guerre que mène aujourd'hui la France sur le territoire et sur le sol africain. J'ai été étonné d'abord, dans un premier temps, par la manipulation des médias. On nous dit qu'il y a là-bas une guerre civile. Je me suis promené dans les rues de Tripoli, je n'ai pas vu les traces d'une guerre civile. Il y a une guerre des clans en Libye, avec les clans de l'Est et puis le clan majoritaire qui est le clan donc, au pouvoir aujourd'hui, que certains appellent le clan Kadhafi, même si aujourd'hui le guide de cette révolution est un peu en retrait quand même, mais bon, il est quand même toujours très présent. Il jouit d'un soutien extraordinaire de la part de la population, et cela, les médias occidentaux ne nous en parlent pas. J'ai observé que les médias mettent le doigt systématiquement sur les exactions qui sont prêtées aux forces loyalistes, alors qu'en réalité, ce sont les rebelles qui créent le désordre dans le pays. On ne sait pas vraiment qui ils sont, par qui sont-ils soutenus. La Libye est un pays où tous les Africains viennent travailler, un pays riche qui se développe. Moammar Kadhafi est un homme respecté en Afrique noire. Nelson Mandela, le premier, l'a remercié en sortant de ses 27 années de prison, parce que c'est lui qui a soutenu Nelson Mandela lorsqu'il était incarcéré et qui a soutenu le mouvement ANC un peu partout en Afrique. Je ne parlerai pas de l'Afrique saharienne, où là, carrément, Moammar Kadhafi a permis de mettre de l'eau, et au Mali, il jouit d'une popularité assez extraordinaire. Moi, je ne suis pas allé là-bas pour défendre Moammar Kadhafi, je suis allé en Libye pour comprendre la situation. J'ai vu que Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le nommer,
se va-t-en-guerre contre le monde africain, cette haine qu'il habite, cette haine viscérale des Noirs et des Maghrébins, l'amène aujourd'hui à entraîner la France dans une guerre dans laquelle la France a tout à perdre. Donc je me suis rendu pour ces différentes raisons en Libye. Et j'ai pu constater que là-bas, si vous voulez, la situation n'a rien à voir avec ce que les médias nous disent. Alors comment se fait-il alors finalement que parmi tous les conseillers du président de la République, celui que vous avez cité tantôt, je ne sais pas s'il en fait partie ou pas, a des propositions qui sont assez suivies par le président de la République. Comment est-ce que ça se fait quand l'on engage autant de responsabilités, ceci parce qu'une seule personne, et c'est toujours la même, qui fait ce genre de propositions? Pourquoi? Il y a en France, dans le système républicain tel qu'il existe aujourd'hui, une politique, une puissance des réseaux, si vous voulez, qui est telle que les réseaux ont pris la place des institutions. Et malheureusement, le réseau que représente Bernard-Henri Lévy, le lobby qu'il représente, est aujourd'hui arrivé à un degré de pouvoir jamais atteint. Il est capable d'entraîner la France dans une guerre injuste. Ça, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de France. À lui tout seul? Il n'est pas tout seul, Bernard-Henri Lévy. Il représente un puissant lobby. Un lobby qui, aujourd'hui, est arrivé au pouvoir dans notre pays. Il ne faut pas faire d'amalgame, bien évidemment. Il ne représente pas tous les juifs. Bien au contraire, il représente le lobby sioniste. Et le lobby sioniste est composé de non-juifs également. De gens qui ne sont pas, mais qui défendent de manière inconditionnelle les intérêts de l'État raciste, de l'État terroriste qu'est l'État d'Israël. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire par exemple une différence entre le sionisme et le juif? C'est quoi le rapport? C'est-à-dire que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Donc il n'est pas juste de dire que les juifs sont sionistes et que les sionistes sont juifs. Mais il y a énormément de juifs, évidemment, chez les sionistes. Et énormément de sionistes chez les juifs aussi. Mais il y a une partie de la population juive de France qui ne se reconnaît pas du tout dans le sionisme, et qui est venue d'ailleurs spontanément me soutenir ici au Théâtre de la Main d'Or. Mais le chantage à l'antisémitisme, c'est l'arme du sioniste pour éliminer de la tribune la personne qui va se positionner contre les intérêts de l'État d'Israël. Le chantage à l'antisémitisme étant quelque chose qui aujourd'hui n'a plus vraiment d'efficacité, mais qui a à un moment donné eu ça a été extrêmement efficace et ça a créé des lésions terribles dans la résistance et dans les valeurs mêmes de la République. Au retour de votre voyage en Libye, vous avez, lors d'une conférence, annoncé parler d'un concert contre la guerre. Qu'en est-il? Voilà, nous avons lancé cette idée, nous attendons maintenant les autorisations. Un concert, ça demande évidemment toute une organisation, une logistique. Donc un concert qui devrait avoir lieu à Tripoli, peut-être aussi à Bamako, un pays qui soutient de manière très spontanée d'ailleurs la Libye. Et la Libye libre, j'ai envie de dire, donc celle qu'a choisi le peuple libyen, et non pas Bernard-Henri Lévy. Donc plein d'artistes français, espagnols, italiens, belges, suisses, j'espère que je n'en oublie pas, américains, sud-américains, anglais, seront là pour venir dire stop à la guerre. Je crois qu'un artiste a cette responsabilité, dans une période aussi cruciale, de venir chanter la paix, de venir jouer, faire rire la paix. Et là, il faut que nous, artistes, nous soyons évidemment le porte-voix de cette initiative de paix. Pensez-vous qu'ils seront entendus? Nous verrons bien, en tout cas, de toute façon, vous savez, c'est lorsque l'on partage à plusieurs une utopie qu'elle devient réalité. Donc la paix est possible. Nous sommes face à une force, la force sioniste, qui est une force
puissante, habitée du malin et avec une motivation, une force de corruption, mais qui s'effrite chaque jour un peu plus de l'intérieur. Donc je pense que cette guerre, le sionisme va la perdre et que nous réussirons à vaincre, comme nous l'avons fait d'ailleurs les mouvements antisionistes au sud Liban en 2006, et puis un peu partout. Bon, là il y a une attaque aujourd'hui au travers de ces révolutions, de tentatives de reprise de contrôle complet de certains pays, notamment je pense à la Côte d'Ivoire, mais je pense aussi à la Libye, je pense aussi à la Syrie, où il y a des tentatives de déstabilisation. La Côte d'Ivoire étant, pour les afro-descendants comme moi, un endroit très stratégique. C'est une côte d'Ivoire qui s'appelle Côte d'Ivoire pour bien des raisons. C'est une terre dont les cicatrices sont encore ouvertes. La population noire d'Afrique souffre dans sa chair, dans ses tripes, de cette relation avec l'Occident. L'esclavagisme, la colonisation, une haine si féroce que des millions et des millions de personnes sont mortes, ont disparu. Et revoir aujourd'hui la France de Sarkozy, une sorte de France napoléonienne, de conquête, venir sur le continent africain, ça réveille des peurs, ça réveille des passions, ça réveille de la colère. J'espère, moi qui suis aussi le fruit du mélange, que nous trouverons le chemin de la raison. Il faut comprendre que derrière toutes ces agressions, ce ne sont pas tous les Français, mais un noyau de Français, les plus racistes. L'idée étant de faire monter la pression entre les communautés afin de profiter de la division. Le sionisme a toujours vécu de cette division. Diviser les uns pour régner. En s'attaquant à l'Afrique, il y a un double profit. Le profit immédiat, le profit économique, volé, le cacao ivoirien, c'est ce que je crois que la France a commencé à faire. Et puis l'aspect politique intérieur même au pays français, c'est-à-dire diviser, parce qu'ici il y a quand même un grand mouvement de contestation qui est en train de naître. Les Noirs se sentent blessés, disent mais qu'est-ce qui se passe? Et donc ça va profiter indirectement au jeu pour 2012 des élections qui arrivent, c'est-à-dire jouer le jeu, le discours que Nicolas Sarkozy va encore voler à l'extrême droite en disant regardez, ce sont tous ces Noirs, tous ces Arabes qui, par vengeance, alors ils vont peut-être pas préciser la vengeance, mais créent le trouble ici, et donc le discours sécuritaire va pouvoir se justifier, alors qu'il ne sera que la répercussion de toutes ces agressions. Donc il faut avoir une vision un peu globale pour se dire que l'ennemi n'est absolument pas le petit peuple de France. Le petit peuple de France et le peuple ivoirien, c'est exactement la même chose. Et c'est main dans la main, petit peuple d'Afrique et petit peuple de France, que nous chasserons le sionisme de ce pays. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a dans les militaires français aujourd'hui qui se font agresseurs de la Côte d'Ivoire des gens qui ne sont pas, qui ont été trompés. Ce ne sont pas eux les responsables. Bien sûr, s'ils tombent sur le champ de bataille, ce ne sera que une suite logique, même s'ils sont surarmés et que le rapport de force est faussé. Je crois qu'une bonne partie de ces gens-là peuvent prendre conscience que ce qu'ils font ne sert pas une cause juste, et il faut les réveiller. Mais sachez que derrière cette armée française, il y a surtout des intérêts économiques et des intérêts politiques. D'accord. Alors justement, par rapport à ce soutien, ce vent de soutien pour le président Laurent Gbagbo, il y a le 23 avril une marche qui s'organise avec un sitting sur place à Bastille, c'est-à-dire qu'une marche qui partira place de la République pour un sitting à Bastille. Alors, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes d'accord peut-être pour nous apporter votre soutien. Oui, mais de toute façon, on l'a vu avec les images colportées par les médias occidentaux de Laurent Gbagbo en sous-vêtements, humilié, sa femme traînée par le bras, ce qui s'était passé d'ailleurs avec Saddam Hussein.
il y a cette volonté chez le sioniste d'humilier, de rabaisser plus bas que terre, parce que c'est le sionisme qui colporte ces images, ce ne sont pas les gangs de Ouattara, c'est pas ça. Il y a une vraie volonté d'extraire ces images qui viennent de Côte d'Ivoire et de les diffuser un peu partout ici en France, pour dire à toutes les populations noires, regardez, à partir du moment où nous l'avons décidé, nous vous humilions, comme nous l'avons toujours fait. Et ça, c'est de nature à créer et provoquer de la colère. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là parce que ça va simplement permettre de diviser quelque chose qui est en train de se mettre en place aujourd'hui en France. C'est une alliance entre le petit peuple d'Afrique et le petit peuple de France. Ne nous laissons pas diviser. Nos ennemis sont au-dessus de nous. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans le monde de la finance, dans le monde militaire. Et par cette expression, par cette humiliation subie par Laurent Gbagbo aujourd'hui, moi je me sens évidemment très proche de lui, parce que c'est toute la population africaine qui est humiliée depuis si longtemps. Cet effet, ces images-là ont pour effet, de manière très légitime, de provoquer la colère. Chez tous les Noirs. Absolument tous. C'est-à-dire c'est absolument insupportable. Imaginez Sarkozy ou Blair, enfin, ou Berlusconi traité de cette façon-là. Ça n'existe pas. Même si à une autre époque, à l'époque Mussolini avait été traité effectivement avec acharnement. Mais là, c'était légitime, c'était presque normal, puisque lui-même s'était extrait de l'humanité en optant pour le fascisme qui est aujourd'hui au pouvoir en Israël et malheureusement, je dois le dire, à l'Élysée. Et là, c'est vraiment cette forme de fascisme insidieuse qui se drape évidemment dans les habits des droits de l'homme, de l'ONU, de sorte de droit international qui n'est qu'une hypocrisie, encore une fois, le vernis, le faux nez de la magouille, du braquage et de la cupidité. Donc j'incite évidemment, moi, tout le monde à garder son sang-froid. Je participerai à cette marche, si je le peux. Je dis que, bien sûr que je soutiens cette marche, je pense qu'elle est très importante. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de l'affrontement ethnique, ce serait un échec qui profitera naturellement en fait à nos adversaires communs, c'est-à-dire le sionisme. Il faut que les personnes aujourd'hui d'origine africaine se rendent bien compte qu'il ne s'agit pas d'une guerre qui doit être entre le monde noir et le monde blanc. Non. C'est une guerre entre le sionisme et le monde noir. Il faut bien comprendre que c'est Bernard-Henri Lévy qui entraîne la guerre en Libye. Il faut bien comprendre que derrière les intérêts de la Côte d'Ivoire, derrière les intérêts économiques du cacao, ce n'est pas le petit agriculteur de France ou celui qui conduit des bus qui va en profiter. Non, c'est toujours le même groupe, si vous voulez, derrière lequel se cache Bernard-Henri Lévy, ce groupe impérialiste, capitaliste et colonialiste. C'est cela, c'est face à ces gens-là qu'il faut aujourd'hui se mobiliser, mais certainement pas face au drapeau français et à la France. Non. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour la France, mais malheureusement pas cette France qui aujourd'hui l'attaque. Alors, Dieudo, un certain nombre de Noirs africains et maghrébins nous interpellent sur votre relation avec votre ami Alain Soral, et justement je voudrais juste savoir quels sont les rapports que vous avez réellement, au-delà du fait bien sûr que vous avez partagé peut-être encore une liste anti-sioniste. Tout à fait. Il s'est battu à mes côtés, nous nous sommes battus ensemble contre le sionisme en France. J'aurai l'occasion de répondre, de faire une émission spéciale, une interview spéciale à Alain Soral bientôt. Tout ce que je peux en dire, c'est qu'il est important de ne pas se laisser diviser. Le danger aujourd'hui ne vient pas d'Alain Soral, il ne vient pas des antisionistes. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de cette division. Le danger, il vient du sionisme.
Alors, on peut ne pas partager, évidemment, le point de vue. Parce qu'ils tiennent des propos quand même très durs hein, sur la question noire. Je répondrai à toutes les questions, vous me citerez tous les propos et j'y répondrai. D'accord. Moi, je pense que, étant donné mon parcours, si vous voulez, et ce que je fais, bien évidemment, mon intérêt, c'est l'intérêt de cette union contre le sionisme. À l'intérieur de ces gens qui vont se rassembler, il va y avoir des gens qui viennent d'horizons très très différents. Je pense que dans l'environnement d'Alain Soral, il y a des gens qui ne peuvent pas me supporter. Et bon, c'est réciproque aussi dans mon environnement. Il y a eu des propos, on va en parler, j'essaierai d'y répondre, et puis je peux ne pas être d'accord avec certains de ses propos, je peux être d'accord. En tout cas, ce qui est clair, c'est que lui et moi sommes d'accord pour dire stop au sionisme. Le sionisme est une priorité. Et je pense qu'on reviendra sur les différents détails, mais de manière systématique, il faut refuser la division. Le Code Noir, un film qui va bientôt se tourner, c'était là-dessus que je voulais conclure, très bientôt. Donc je vous en parlerai un peu plus sur mon site, ayamdieudo.com. Je risque de coproduire ce film avec des partenaires iraniens. Donc je vous donnerai des nouvelles de ce film, il va y avoir un casting qui va s'ouvrir, on va en parler. Donc ayamdieudo.com, le mieux c'est que de venir sur le site et puis vous aurez toutes les explications, je pense courant du mois de juin. Merci beaucoup Dido. Plaisir.